Bien, bonjour à toutes et tous. J'espère que vous nous entendez, que vous nous voyez. On va commencer ce nouveau webinaire, ce troisième opus, j'ai envie de dire, sur la prévention du risque infectieux à domicile dans le contexte de l'épidémie de Covid que vous connaissez. On avait fait déjà deux sessions, une au mois de mai, une au mois de juillet, sur les mesures à mettre en œuvre dans le cadre du Covid, sur les précautions standards aussi. Donc on a décidé au niveau régional de pouvoir vous proposer une nouvelle session sur ces thèmes-là, dans un contexte qui a un petit peu évolué, vous le savez, sur la diffusion de cette épidémie, en tout cas dans notre région. Donc l'objectif de cette session, c'est vous rappeler les principales règles de prévention à l'heure actuelle en secteur communautaire et dans le cadre des prises en charge et des soins à domicile. Et c'est surtout ménager un temps de questions important que vous pourrez nous poser et auquel on essaiera de répondre le mieux possible. Et comme pour les précédents webinaires, nous allons animer cette session à deux, en binôme. Donc moi-même, Christophe Gauthier, qui suis praticien hospitalier en hygiène au CEPIAS Nouvelle-Aquitaine, et puis Rachel, que vous voyez aussi, je la laisse se présenter. Donc, je suis Rachel Dutray, donc cadre de santé au CEPIAS Nouvelle-Aquitaine, de profession infirmière. Voilà, donc moi je suis pharmacien hygiéniste de formation, et le CEPIAS Nouvelle-Aquitaine, donc c'est le centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins de Nouvelle-Aquitaine. C'est une structure d'appui régionale qui a pour mission d'accompagner, d'apporter une expertise autour de la prévention du risque infectieux aux établissements de santé, aux établissements médico-sociaux, ainsi qu'au secteur libéral. Donc il y a une partie importante de l'équipe qui est positionnée sur Bordeaux, mais vous avez aussi des interlocuteurs sur Poitiers et sur Limoges. Je vais essayer de vous passer le diaporama en même temps. Voilà, je vous ai fait une capture d'écran du site internet du CEPIAS où vous avez toutes nos coordonnées. Donc, si vous souhaitez nous solliciter aussi bien par mail que par téléphone, il ne faut absolument pas hésiter dans ce contexte-là. Voilà, donc cette webconférence va se dérouler en deux temps. On va faire un premier temps un petit peu théorique. J'essaie de passer mes diapos. Voilà, un petit temps théorique pour lequel on vous remercie de couper vos caméras et vos micros. Vous pouvez nous poser éventuellement des questions pendant la présentation via le chat. C'est sur la droite de votre écran. J'imagine que vous avez un onglet chatter. Vous pouvez poser les questions soit pendant la session, soit après. On y répondra après dans le maximum de nos possibilités. La session est enregistrée, ce qui permettra à des collègues professionnels qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui de se connecter ultérieurement et de prendre connaissance des éléments de discussion ultérieurement. Et ces webinaires, comme les deux autres d'ailleurs dont je vous parlais tout à l'heure, sont accessibles sur le site du CEPIAS dans la rubrique coronavirus et secteur médico-social. Donc vous retrouverez ces webinaires et notamment aussi une foire aux questions qui avait été élaborée lors de la première session du mois de mai, où il y a déjà quelques questions auxquelles on a apporté des réponses. Elles seront peut-être redondantes avec aujourd'hui, mais c'est pas grave, c'est pas. Alors, je vais commencer par un petit temps de généralité, juste pour vous rappeler le contexte, mais le contexte, vous le connaissez, hein, il est fortement médiatisé, bien sûr, avec un nombre de cas confirmés maintenant au niveau mondial qui est assez impressionnant. On a 36 millions de personnes touchées, plus de 3 700 000 en Europe, bien sûr des décès associés, plus d'1 million de cas maintenant au niveau mondial, près de 200 000 en Europe, avec en France plus de 670 000 cas et plus de 2500 cas de décès malheureusement qui sont survenus. Ce qui a un peu évolué depuis les mois de mars, avril et mai par rapport au précédent contexte des autres webinaires, c'est qu'on a une diffusion communautaire qui est beaucoup plus importante au niveau de notre région. Et je vous ai mis une petite représentation graphique issue de documents qui sont accessibles sur nos sites. Là, en l'occurrence, c'est le site Géode, qui précise bien que sur nos 12 départements qui constituent notre région, nous avons aussi des départements qui ont atteint le seuil de vigilance, c'est-à-dire qu'on estime que le nombre de cas est en dessous de 50 pour 100 000 habitants, et puis des départements qui sont plus touchés, qui sont en seuil d'alerte, pour lesquels on a des nombres de cas parfois supérieurs à 100 personnes touchées par le Covid sur 100 000 personnes habitant ces départements. Donc, via ces
via ces cartes, vous vous rendez compte que la diffusion, elle est importante, elle est régionale, que parallèlement on identifie, et c'est le tableau du haut que vous voyez sur cette diapositive, qu'il y a de plus en plus de clusters identifiés. Alors les clusters, ce sont les nombres de cas groupés de Covid, notamment au sein de structures collectives, et je pense surtout au secteur médico-social, aux EHPAD, aux maisons d'accueil spécialisées. Et ça nous inquiète parce que des clusters dans ces établissements-là, c'est des clusters qui touchent des personnes fragiles. Et qui dit fragilité, dit hospitalisation potentielle, et ça fait le lien avec les deux petits graphiques que vous avez en bas de cette diapositive, où l'on voit que si les personnes fragiles sont touchées, le risque secondaire, c'est qu'ils soient hospitalisés. Au-delà de l'hospitalisation, un risque aussi de saturer des secteurs de pointe comme les réanimations, et c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Et vous êtes sûrement sensibilisé au fait que voilà, on se rend compte qu'actuellement, la population la plus fragile commence à être bien touchée par cette deuxième vague de Covid-19, et que le risque que l'on craint, c'est que l'on sature nos structures de recours sanitaires, notamment les secteurs de réanimation. Voilà, donc il y a un enjeu très très fort sur la maîtrise et la prévention de cette épidémie. Alors, pour ce qui est du SARS-CoV-2, donc qui est le virus responsable de cette maladie, la Covid-19, j'insiste vraiment sur les modes de transmission, c'est fondamental. Si on ne comprend pas bien les modes de transmission, on ne peut pas comprendre et on ne peut pas appuyer la mise en place des mesures barrières, globalement. Donc, il faut comprendre ces modes de transmission pour mieux comprendre les mesures barrières. Et donc, le mode de transmission majeur de la Covid-19, c'est une transmission par gouttelette. Bien sûr, quand on parle, quand on tousse, on émet des particules de différentes grosseurs, et on s'est rendu compte que ce sont sur les particules de plus grosse taille, donc les gouttelettes, que se fixe le virus. Dès lors, la transmission, elle est essentiellement directe, de personne à personne, via ces gouttelettes, par contact rapproché, puisque ces gouttelettes sont lourdes et vont sédimenter finalement assez rapidement. C'est pour ça qu'on parle de cette notion d'1 mètre ou 2 mètres entre personnes, pour respecter des mesures de prévention, et vous l'avez compris, le port du masque en l'occurrence. Ce sont ces grosses gouttelettes qui sont à risque de diffusion. Il y a des aérosols qui sont émis effectivement, mais sur ces aérosols, il y a très peu de particules infectieuses, voire pas de particules infectieuses. Donc c'est vraiment une transmission par gouttelette. Il faut vraiment insister là-dessus. Et au-delà de la transmission directe par les voies respiratoires, ces grosses particules peuvent être aussi projetées au niveau de muqueuses. On pense au nez, à la bouche, mais aussi aux yeux. Et on a constaté qu'il y avait une transmission aussi via ces muqueuses. D'où l'intérêt aussi de se protéger quand on est en contact rapproché avec une personne qui tousse, qui ne porterait pas le masque et qui risque de nous exposer au niveau du visage. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la transmission directe, et c'est vraiment la transmission prédominante sur laquelle il ne faut pas transiger en mesure de prévention. Et secondairement, vous avez une transmission qui est secondaire, indirecte, qui se fait par contact. Donc ces grosses gouttelettes vont sédimenter dans l'environnement proche de celui qui les émet, notamment les surfaces hautes, qui sont susceptibles ensuite d'être en contact avec les mains. Et donc via les mains, le risque, c'est de transmettre secondairement ces particules virales sur d'autres surfaces, voire les ingérer parce qu'on va se toucher la bouche, voire toucher ses yeux, son nez. On se touche très souvent le visage chaque jour. Donc cette transmission secondaire est connue, elle n'est pas majoritaire, mais elle existe également. Donc là aussi, vous comprenez les mesures de prévention qui seront à prendre par rapport à l'environnement et par rapport à la gestion du risque lié aux mains dans ce contexte-là. Donc voilà, cette seule diapo sur le mode de transmission du SARS-CoV-2, mais c'est fondamental pour bien comprendre ensuite les mesures de prévention qui nous sont éditées au niveau communautaire pour prévenir la transmission du SARS-CoV-2 et qui reposent sur plusieurs mesures, ce qu'on appelle les gestes barrières, vous les connaissez maintenant, c'est l'hygiène des mains qu'il faut répéter le plus souvent possible chaque jour, c'est tousser dans son coude, c'est lorsqu'on utilise un mouchoir, utiliser un mouchoir à usage unique qui sera jeté immédiatement après utilisation, qui sera suivi ensuite d'une hygiène des mains, bien évidemment. C'est éviter les contacts directs, éviter de se serrer la main, limiter les contacts aussi de la main avec le visage, alors que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est des choses qui sont assez fréquentes. Essayer de travailler sur ces choses-là. C'est aussi la distanciation physique. On appelait aussi distanciation sociale au début, c'est pas de la distanciation sociale, c'est la distanciation physique, c'est respecter cette notion de 1 mètre, voire 2 mètres entre deux individus pour limiter le risque de transmission. C'est l'entretien des locaux, bien évidemment, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, l'environnement a sa part dans la transmission, et bien évidemment, et c'est peut-être ce qui a évolué aussi depuis mars, avril, mai, c'est le port du masque qui est maintenant systématique, même en secteur communautaire,
Et on sait que c'est une des mesures majeures pour limiter le risque de transmission. Donc, le port du masque associé à l'hygiène des mains, la distanciation physique, l'entretien des locaux, toutes ces règles par rapport à la gestion de la toux et le contact possible des mains au visage, si elles sont appliquées par tous, donc il y a vraiment un rôle collectif majeur, et si toutes ces mesures sont respectées, c'est pas seulement le masque, hein, c'est l'ensemble des mesures qui doivent être respectées, eh bien ça permet de casser la transmission de ce virus qui nous occupe actuellement. Donc il ne faut pas appliquer ces mesures seules, c'est vraiment l'ensemble de ces mesures, on parle de bundle dans ces cas-là, un bundle de mesures, un groupe de mesures qui va contribuer finalement à ce qu'on ait une transmission qui soit minimale et qui nous protège nous et qui protège aussi ceux que l'on prend en charge, quel que soit le contexte de la prise en charge, que ce soit en secteur sanitaire, que ce soit en secteur médico-social ou que ce soit au domicile. Alors pour ce qui est du domicile, bien sûr, donc il va falloir tout faire pour favoriser le respect de ces mesures barrières que l'on vient de voir. Ça, c'est fondamental. Et se surajoute à ça, auprès de nos bénéficiaires au niveau du domicile, auprès de nos patients qui sont à domicile, le respect de fondamentaux en hygiène lors des soins, ce qu'on appelle les précautions standards d'hygiène. Ce sont les mesures de base pour prévenir le risque infectieux lorsque l'on fait des soins. Eh bien, il faut que toutes ces mesures soient favorisées par la mise à disposition de matériel, bien évidemment, par la sensibilisation aussi des professionnels qui vont être amenés à réaliser ces prises en charge ou à réaliser ces soins. Donc, les enjeux sont importants, comprendre les modes de transmission et appliquer les mesures barrières qui correspondent, notamment l'hygiène des mains, le port du masque, la protection de la tenue et bien sûr la part de l'entretien des locaux. Je vais passer la parole à Rachel qui va vous décliner un petit peu l'ensemble de ces mesures. Donc, une des premières mesures véritablement, c'est l'hygiène des mains. Certes, on a toujours pratiqué, je dirais, cet acte-là dans notre vie quotidienne, mais c'est quelque chose qui se renforce aujourd'hui et qui est à vraiment renforcer. C'est vrai que les mains peuvent être contaminées donc directement par des sécrétions respiratoires, et ensuite on peut les amener donc du coup vers une des portes d'entrée que sont les yeux, la bouche et le nez, et se contaminer pour le virus qui nous concerne. Mais c'est pour ça qu'il est important de faire cette hygiène des mains. Il y a deux techniques essentiellement. Donc, il y a notamment le lavage au savon doux avec de l'eau, du savon, un lavage qui dure environ 30 secondes et un bon rinçage. Et ensuite, on peut utiliser au domicile donc un torchon dédié ou un essuie-main si c'est à disposition. On a aussi donc la friction hydroalcoolique qui sera utilisée sur des mains visuellement propres et sèches. Et on aime bien cette solution hydroalcoolique au-delà des soins parce qu'elle a une activité bactéricide qu'on lui connaît, mais aussi elle a une activité virucide, donc contre le virus qui nous chagrine actuellement. Donc c'est pour ça qu'il est important en tout cas de faire la promotion, de se permettre lors des soins à domicile de pouvoir faire ces deux techniques de lavage d'hygiène des mains, soit lavage, soit friction, ne serait-ce qu'avant ou après la prise en charge, mais aussi avant les repas, après nous-mêmes être allés aux toilettes, etc. Ou après nous être mouchés, avoir une hygiène des mains, c'est vraiment quelque chose qui est devenu important. Et il y a un prérequis qu'il ne faut pas oublier pour avoir une bonne hygiène des mains. Il ne faut pas porter de bijoux aux mains et aux poignets. De même, il ne faut pas porter de vernis. Il ne faut pas porter de faux ongles. Ce sont des prérequis, je dirais, qui sont un petit peu oubliés et qu'il est bien de rappeler, en tout cas pour les intervenants au domicile. Donc, pour l'hygiène des mains, pour revoir la technique, nous avons sur notre site internet 2 petites vidéos qu'on avait tournées en EHPAD sur l'hygiène des mains, avec les 2 techniques qui sont bien détaillées. Lorsque vous cliquerez sur le lien dans le diaporama, vous pourrez voir ces 2 vidéos qui durent tout juste une petite minute. Donc, en tout cas, c'est une bonne technique de formation qui est déployée dans ces vidéos. Au-delà donc de l'hygiène des mains, une autre question qui se pose souvent, comment protéger la tenue au domicile? Et je dirais même quelle tenue au domicile? Parce qu'on a vu donc ressortir les blouses d'IFSI, les blouses qu'on portait à l'IFAS, pensant que la tenue finalement à privilégier au domicile était une tenue professionnelle, comme on pourrait trouver donc dans les établissements de soins. Sauf que finalement, dans le secteur domicile, vous n'avez pas de vestiaire, vous n'avez pas de lingerie professionnelle,
pour pouvoir vous permettre ce type d'entretien. Et sachant que la tenue n'est pas le vecteur principal de transmission. C'est pour ça qu'elle se contamine certes au fil des prises en charge, mais il est amplement convenu au domicile d'utiliser une tenue civile propre, à manches courtes ou facile à relever pour pouvoir faciliter l'hygiène des mains. Et cette tenue sera complétée par des équipements de protection individuelle au décours des prises en charge pour éviter leur contamination au décours du soin. Donc, amplement, on vous recommande, dans les cadres des précautions standards, l'utilisation du tablier à usage unique, qui est un petit peu victime de son succès et qui a vu ses prix augmenter très récemment. On aime bien ce type de tablier parce qu'il est imperméable et il couvre, je dirais, la tenue du soignant pour tout ce qui est soins souillants ou mouillants. Donc, ils peuvent être utilisés lors des soins type toilette ou lit, réalisation d'un change, mais aussi une aide à la douche. Voilà, donc véritablement, la tenue professionnelle au domicile, ce sera une tenue civile, à manches courtes ou facilement relevée. Et on va compléter cela avec un tablier à usage unique. On ne portera pas, dans le contexte également de Covid, de surblouse uniquement dans le contexte Covid ou dans les prises en charge donc de patients atteints de gale ou de clostridium difficile. Mais on ne portera pas de surchaussures, en tout cas, elles n'ont pas du tout démontré un intérêt en matière de risque infectieux. Au contraire, même elles contaminent les mains de la personne qui les enfile. Voilà, c'est pour ça que la protection de la tenue va se limiter donc essentiellement au tablier à usage unique. L'autre équipement de protection individuelle qu'on pourrait utiliser lors des soins à domicile, c'est les gants. Les gants donc, ont deux indications essentiellement qui sont protection vis-à-vis donc, des produits chimiques qu'on pourrait manipuler dans le contexte de la prise en charge à domicile, mais aussi vis-à-vis des liquides biologiques que sont les selles, les urines, les crachats, les vomissures et autres. Donc vraiment, les gants sont utiles dans ces deux indications-là. Ils ne sont pas du tout, je dirais, utiles à porter en systématique, quelles que soient les prises en charge, y compris dans le cadre de la transmission du SARS-CoV-2 qui nous mobilise encore aujourd'hui, parce que ce virus ne se transmet pas de manière transcutanée. Il peut contaminer, si on porte le gant en permanence, il peut se contaminer et du coup on fait un transfert via les gants. Et puis surtout, les gants portés en permanence empêchent l'hygiène des mains. Donc vraiment, c'est à plébisciter, je dirais, avec parcimonie, ces gants. Vraiment, on les utilise que quand c'est nécessaire, c'est-à-dire dès qu'on va être en contact avec des liquides biologiques ou des produits chimiques uniquement. On vous a mis une petite parenthèse également sur les gants de ménage. Il est possible de les utiliser dans le contexte d'entretien des locaux, mais attention, parce que ces gants doivent être individuels. Donc, ils ne doivent pas être partagés au sein d'une même équipe. Mais par contre, une auxiliaire de vie qui intervient tous les jours au sein du domicile d'une même personne, si elle a ses propres gants, je dirais que pour faire entretien des locaux d'un bénéficiaire, ce n'est pas du tout, je dirais, interdit. Elle peut utiliser ses gants de ménage, mais ce sera pour l'entretien de l'environnement et ce sera réservé à cette seule même personne. Voilà. Autre élément de protection qui est devenu encore plus tendance aujourd'hui, ce sont les masques. Donc on en parlait régulièrement lors de l'arrivée notamment des périodes d'épidémie de grippe, où on voyait très bien que le masque était préconisé pour éviter les projections de gouttelettes, l'émission, mais aussi, je dirais, pour se protéger des gouttelettes émises des autres. Et maintenant, c'est devenu plus systématique aujourd'hui dans le contexte du Covid. Donc vraiment, ça fait une barrière supplémentaire, je dirais, entre le postillon et soi-même. Et c'est vraiment à porter de façon aujourd'hui obligatoire dès lors qu'on a des signes cliniques, mais dès aussi qu'on ne peut pas respecter cette distanciation physique, donc on est à moins d'1 mètre et que le postillon, donc du coup, sera limité dans le masque. Et lorsqu'on est dans des lieux confinés ou fortement fréquentés, on doit également, il est fortement conseillé de porter un masque. Donc, un petit point sur les masques à disposition aujourd'hui. On en a de 3 types. Nous avons des masques de type FFP2
ou des appareils de protection respiratoire qui sont réservés essentiellement donc aux professionnels dans l'épidémie de Covid, dans les situations, je dirais, avec des gestes invasifs sur le respiratoire comme des aspirations notamment. Parce qu'ils ont une filtration, je dirais, des petites particules qui est permis. Donc, c'est vraiment indiqué dans certaines indications. Ensuite, nous avons le masque chirurgical qui, lui, a une filtration minimale, donc c'est maximal, c'est au-delà de 95% des particules qui sont un petit peu plus grosses, donc qui sont véhiculées par les gouttelettes qui nous concernent aujourd'hui. Et c'est vraiment à plébisciter, donc en milieu de soins, et également chez des personnes symptomatiques. Et nous avons donc un troisième type de masque qui s'est développé au moment du confinement sur le territoire français, ce sont les masques barrières, ou dits également alternatifs ou grand public. Ce sont des masques qui répondent à des normes, donc catégorie 1 ou catégorie 2. C'est une norme AFNOR donc, qui a été rédigée pendant le confinement. Et vous voyez qu'une filtration pour la catégorie 1 est au-dessus de 90% de ces mêmes particules. Donc, on trouve aujourd'hui dans le commerce des masques reconnus AFNOR, répondant à la norme de catégorie 1 et qui ont des filtrations, je dirais, quasiment égales, voire même supérieures à un masque chirurgical, certains allant de 95 à 98%. Voilà. Voilà donc pour ces différents types de masques, les FFP2, les masques chirurgicaux ou les masques tissus, et si possible répondant aux normes pour être des plus protecteurs et sécuritaires. Et donc, dans le contexte du Covid et pour les intervenants à domicile, c'est le port du masque à usage médical qui est requis, donc le masque chirurgical. Mais il faut l'utiliser de manière stricte. On le positionne correctement, c'est-à-dire qu'il couvre le nez, la bouche et le menton. On ne le manipule pas une fois qu'il est en place, sinon on va se souiller les mains en touchant notre masque. On fera une hygiène des mains avant de le mettre et surtout après l'avoir mis. Et après l'avoir touché et après son retrait, après l'avoir jeté dans une poubelle, évidemment, parce que c'est un masque à usage unique. Et on le changera toutes les 4 heures, voire même si entre-temps il est mouillé, abîmé ou souillé, on le changera. Et il faut bien se dire que c'est vraiment le type de masque à utiliser pour les soins au domicile et il faut vraiment le porter dans ses règles strictes. Aujourd'hui, c'est devenu, je dirais, un élément porté également par le grand public, mais on a peut-être beaucoup moins de rigueur et on doit avoir une rigueur beaucoup plus importante dès lors qu'on prend en soin une personne. Donc c'est vraiment cela qui était important, je dirais, à plébisciter de nos équipes de soins, vraiment de ne pas le toucher, de le garder, de ne pas l'accrocher au rétroviseur. Certes, quand c'est un jour de repos, je veux dire qu'on peut avoir un comportement différent, mais lorsqu'on est en soins, on doit avoir la rigueur de bien utiliser et de bien gérer de façon stricte son masque. Donc vous avez toutes des campagnes donc, qui sont sorties, qui sont liées sur Santé publique France, sur comment bien mettre le masque, comment le gérer également. Donc, si vous souhaitez d'autres supports, vous pouvez en trouver sur notre site du CPS Nouvelle-Aquitaine ou du REPIAS. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est indissociable, je dirais, des EPI dans le contexte du Covid. Donc, le masque, le tablier unique, les gants que nous avons vus, et nous n'avons pas complété, mais nous insistons là-dessus. C'est sur la protection oculaire, vu que les yeux sont une des portes d'entrée. Donc, dès lors que vous avez un bénéficiaire qui est Covid positif, qui n'est pas guéri, il faut que la prise en charge se fasse avec des lunettes ou des visières de protection pour protéger les yeux. Éventuellement, vous pourrez compléter cette tenue d'une surblouse à manches longues pour protéger les avant-bras, notamment si vous avez un contact rapproché. Et également, vous pouvez éventuellement déployer donc l'utilisation de charlottes donc qui vont protéger les cheveux pour ces prises en charge un petit peu plus, je dirais, rapprochées. Et on ne conseille pas donc évidemment de porter de tablier en tissu, notamment utilisé pour les tâches ménagères dans ce contexte du Covid, mais également pas de surchaussures, comme nous l'avions évoqué précédemment. Pour synthétiser, donc nous avons repris ici 2 affiches qui sont disponibles sur notre site internet. Vous aurez donc sur la gauche en bleu le lien direct pour les télécharger. Ce sont des bons supports de formation et d'information de vos équipes
Donc là, c'est dans le contexte, je dirais, devant la chambre, mais ça peut être tout à fait déployé au domicile. Donc vous voyez, avant de la prise en charge, on va mettre les lunettes, on aura le masque évidemment, et puis on va éventuellement, donc si c'est vraiment un soin rapproché, sans geste aérosolisant, et si une toilette ou autre, on va mettre une surblouse et un tablier, et on mettra les gants à usage unique uniquement si on a un soin, donc par exemple à faire au niveau des muqueuses et impliquant donc des liquides biologiques. Et on nous a fait un second schéma, parce que parfois on n'a pas de blouse, ou parfois finalement c'est juste un soin qui nécessiterait pas, je dirais, de contact direct et prolongé avec la personne soignée et Covid positif. Donc auquel cas on pourra utiliser un tablier à usage unique qui sera lui aussi imperméable. Je vais compléter pour finir sur l'entretien des locaux et des dispositifs médicaux. On l'a dit tout à l'heure, l'environnement peut être source de contamination. Ce qu'il faut garder en mémoire, même si on sait que notamment le SARS-CoV-2 a la capacité de survivre dans l'environnement, mais comme c'est le cas de l'ensemble des bactéries et des autres virus, c'est des durées qui peuvent être de plusieurs jours parfois, c'est surtout le fait de répéter les procédures d'entretien, même si ce sont les procédures d'entretien usuelles, de les répéter forcément en contexte épidémique plusieurs fois par jour, mais au moins le réaliser de manière efficiente avec des produits même usuels au quotidien. C'est vrai que pouvoir avoir des produits qui sont virucides, ça apporte une sécurité supplémentaire dans le contexte de la Covid. Ça apporte une sécurité supplémentaire aussi dans le contexte des gastroentérites hivernales ou d'autres virus respiratoires qui peuvent traîner l'hiver, j'ai envie de dire. Mais c'est surtout le fait de répéter ces prises en charge, notamment au niveau de ce qu'on appelle les surfaces hautes ou les zones de préhension, qui sont celles qui sont manipulées finalement au contact direct des mains. C'est là-dessus qu'il faut faire attention et qu'il faut prendre en charge le plus fréquemment possible. Donc, pour ce qui est de l'environnement, il faut assurer cet entretien régulier associé à une hygiène des mains avec les produits détergents désinfectants usuels, que ce soit sous forme de spray, que ce soit sous forme de lingette. C'est plutôt la fréquence qu'il faut privilégier plus que même le choix du produit, même si, je vous le répète, un produit virucide apporte une sécurité supplémentaire. J'en profite pour faire un petit point sur l'eau de Javel parce que c'est un produit, je sais, qui est d'utilisation courante et souvent présent au domicile des bénéficiaires ou des patients qui sont pris en charge à domicile. Attention à l'eau de Javel, certes, c'est un excellent bactéricide, virucide, mais c'est un produit qui est totalement inefficace si on n'a pas nettoyé les surfaces au préalable. Donc ça veut dire que c'est une procédure d'entretien en soi qui doit être extrêmement fastidieuse. Il faut d'abord nettoyer avec un savon ou un détergent, rincer, sécher, puis appliquer la Javel. Javel qui par ailleurs est concentrée, est corrosive. Donc c'est vrai que l'usage de la Javel n'est pas forcément prioritaire. On essaye de s'en affranchir, pour tout vous dire, en secteur hospitalier et médico-social. On a des alternatives possibles avec des produits qui font du tout en un, détergents désinfectants, voire des procédés type la vapeur qui vont permettre d'avoir un entretien des locaux efficace. Donc soyez très vigilants par rapport à l'usage de cette javel qui par ailleurs parfois est mélangée avec d'autres produits ménagers et qui fait des mélanges détonnants, en l'occurrence avec des dégagements gazeux qui sont parfois extrêmement toxiques. Donc très grande vigilance par rapport à l'usage de la javel. Donc vraiment, l'entretien des locaux, c'est le dernier point à prendre en compte pour la maîtrise de ce risque de transmission du coronavirus. Pour finir avec une diapositive, c'est la diapo de notre site internet où je vous ai parlé de la page coronavirus. Vous cliquez sur cette icône coronavirus et vous allez tomber sur une page avec tous les documents, dont ceux qu'a évoqué Rachel tout à l'heure sur la tenue, par exemple, mais aussi tous les films, les précédents webinaires que nous avons proposés au secteur médico-social. Il y a un onglet médico-social où vous retrouvez ces documents. Et cette présentation sera aussi disponible sur cette partie du site. Donc, vous cliquez sur coronavirus, vous allez dans établissements médico-sociaux derrière et vous retrouverez ces documents. Donc voilà pour la présentation que nous avions prévue avec Rachel Dutrèche. Ce qu'on peut vous proposer maintenant, en espérant qu'on ait été le plus clair possible, c'est d'essayer de répondre à vos questions. On va essayer de les faire apparaître. N'hésitez pas à les poser via le chat. Pour l'instant, je n'ai pas de questions identifiées. Je sais pas Il si y a une première question donc, qui vient d'arriver. Nous voulions savoir si les masques transparents sont aussi efficaces que les masques chirurgicaux. Donc les
transparent, vas-y si tu veux. Alors, je ne sais pas si on En entend par masque particulier transparent. auprès des personnes sourdes. Alors, il y a les masques transparents et les visières. Donc, il faut bien faire la distinction des deux, hein. Les visières ne remplacent pas les masques, hein, les visières qui vont protéger le visage, qui sont ces films plastiques. Donc, je pense que là, vous parlez de masques transparents, c'est-à-dire des dispositifs qui sont assimilés, qui ressemblent à des masques type masques chirurgicaux qu'on a vu Oui, tout à l'heure. tout à fait. Leur usage est vraiment très spécifique. J'ai envie de dire qu'il est indispensable dans certains contextes, effectivement, pour les personnes qui ont des troubles du langage. On les recommande aussi auprès des orthophonistes quand il y a des prises en charge de ce type-là, mais réservé vraiment à cet usage-là, uniquement cet usage-là. Aussi efficace, on a un média filtrant qui n'est pas comparable avec un masque chirurgical, hein. C'est pas tout à fait les mêmes normes, ils ne sont pas normés de la même manière, mais j'ai envie de dire que dans ces contextes-là, on est obligé d'utiliser ce type de dispositif et il est d'autant plus important de respecter la distanciation physique dans ce contexte-là aussi. Je ne sais pas si tu veux rajouter des choses, Rachel, mais c'est comme ça Oui, tout qu'on... à fait. Ces masques donc dits transparents sont des masques inclusifs. Donc ils sont souvent donc normés AFNOR. On en a trouvé qui sont à 98%, mais il faut bien faire attention également à leur entretien. Donc en machine, ils sont livrés aussi ces masques inclusifs également avec des barrettes que il faut changer régulièrement, sinon ça abîme le masque. Voilà, donc c'est vraiment à privilégier dans en tout cas pour ces publics-là. On a d'autres masques justement, donc enfin d'autres questions sur ce masque. Comment désinfecter donc les masques inclusifs transparents en contact avec la peau? Donc vous en avez deux types. Il y en a qui sont nettoyés avec des lingettes, d'autres qui sont nettoyés comme les masques tissus à la machine à laver. Voilà, mais c'est donné par le fabricant et vérifier quand même que vraiment ils répondent aux normes AFNOR qu'ils étaient testés pour le nombre de lavages. Les coordonnateurs ou évaluateurs doivent-ils également porter des masques chirurgicaux? Les masques tissus classiques sont-ils suffisants? Alors c'est vrai que le masque chirurgical, il est particulièrement indiqué dans le contexte de soins et surtout si vous prenez en charge un bénéficiaire qui est symptomatique. On essaiera d'ailleurs de faire porter le masque par les deux parties, c'est-à-dire les aidants et puis les bénéficiaires. On ne l'a pas évoqué tout à l'heure, mais c'est un aspect qu'on essaiera de respecter, surtout quand une personne a des symptômes, que ce soit la Covid ou que ce soit une autre pathologie respiratoire en l'occurrence. Après, à mon sens, il s'agit juste d'évaluation. S'il n'y a pas de contact formel, direct, rapproché avec une personne symptomatique, on pourrait imaginer l'usage de masques barrières, tissus, dans ces contextes-là, avec les mêmes réserves en termes de manipulation que celles qu'on a émises tout à l'heure. Justement, une question sur la même thématique. Que nous conseillez-vous face aux bénéficiaires opposants au port de masque lors de la manipulation où la distanciation n'est pas possible? Eh bien là, il faut d'autant plus porter le masque chirurgical en tant que professionnel, parce que là, vous allez vous protéger et vous allez protéger le bénéficiaire dans ce contexte-là. Ce n'est pas une indication à partir sur un masque plus filtrant, parce qu'on l'a vu, c'est des messages qui sont véhiculés par certaines instances. On ne peut pas porter le masque des deux côtés. On recommande le port du masque FFP2, ce n'est pas du tout indiqué, hein. Le masque chirurgical a une efficacité extrêmement importante. Le tout, c'est que vous le portiez. Si le bénéficiaire ne peut pas le porter, tant pis, j'ai envie de dire, ça sera comme ça. Si on peut lui faire porter, c'est tant mieux. Mais ce n'est pas une exigence. Pendant très longtemps, les mesures dites gouttelettes n'ont spécifié que le port du masque pour le soignant ou la personne qui prend en charge le bénéficiaire. Donc, dans ces cas-là, on reste sur le masque chirurgical, raison de plus. Une autre question, une autre thématique. Est-ce que l'alcool ménager est efficace pour la désinfection des surfaces? La réponse est non. Voilà. Le vinaigre, l'alcool, tous ces produits ménagers ont des propriétés, hein, quelques propriétés antiseptiques pour certains. Le vinaigre, c'est un acide, donc ça va agir sur le tartre, par exemple, mais ça a des toutes petites propriétés désinfectantes et on ne peut pas les mettre au même niveau que les produits d'entretien usuels, même ceux qui sont disponibles en grande surface. Donc il faut vraiment favoriser des produits spécifiquement conçus pour la désinfection des surfaces, donc sous forme de lingettes ou sous forme de spray, de produits prêts à l'emploi pour lesquels on va imprégner un support qui peut être un sopalin ou autre.
Et l'alcool ménager, non, n'est pas reconnu comme désinfectant. Et détergent désinfectant, c'est-à-dire qui nettoie et qui désinfecte. Une autre question sur les gants. Pourquoi les gants sont-ils nécessaires en période de Covid plus qu'habituellement? Alors, je vais peut-être reprendre un petit peu mes propos. Ils ne sont pas plus nécessaires en période de Covid qu'habituellement. Ils sont nécessaires dès lors qu'on manipule des produits chimiques ou dès lors qu'on va rentrer en contact avec des liquides biologiques. Donc, ce sera pas plus ni moins en période Covid qu'une autre période. Donc, une toilette intime se fera toujours avec des gants. Une manipulation de produits chimiques également se fera avec des gants. Voilà, pour être bref et synthétique. J'espère que j'ai Clairement, répondu. on a cette perception d'usage de gants qui est majorée. On voit des usagers avec des gants dans les grandes surfaces, etc. C'est une hérésie, hein. Il faut absolument éviter le port de gants. Le gant favorise la transmission, au contraire. Comme on l'a dit Rachel tout à l'heure, il compromet l'hygiène des mains, ce qui ne permet pas de la faire, au contraire. Donc, ils ne sont pas plus indiqués en période Covid. Le gant, c'est uniquement dans ce qu'on appelle les précautions standards, risque de contact avec du liquide biologique ou des muqueuses, uniquement dans ce contexte-là. On peut prendre en charge à main nue un résident ou un bénéficiaire Covid à domicile, dans la mesure où on va faire derrière une hygiène des mains, notamment avec un produit hydroalcoolique qui sera efficace sur ce virus, quoi qu'il arrive. Donc le gant, au contraire, va favoriser la diffusion environnementale. Le gant ne doit pas du tout faire partie de la panoplie d'habillage du professionnel qui prend en charge un bénéficiaire porteur du Covid. On revient sur une question masque. Si un masque chirurgical est utilisé moins de 4 heures, 2 heures par exemple, peut-il être réutilisé après s'il a été stocké dans une poche hermétique et mis de côté pendant plus de 7 jours? Alors, il n'y a pas de notion connue sur la désinfection des masques chirurgicaux à usage unique, déjà. Sur le fait qu'un masque qui est stocké depuis plus de 7 jours n'est plus contaminant. Donc, le masque qui va être porté le temps de son usage, s'il est utilisé que 2 heures, il sera jeté au bout de 2 heures. Mais il ne s'agit pas théoriquement de le réutiliser. Ce d'autant plus si on a pris en charge des personnes qui sont porteuses ou symptomatiques ou fragiles. Donc, le mettre dans la poche hermétique, c'est valable pour des masques barrières qu'on va utiliser en dehors des contextes de prise en charge de personnes vulnérables. Parce que voilà, on allait faire ses courses, on a utilisé un masque, on le remet dans sa poche et on va retourner au domicile, on va peut-être le réutiliser dans la journée pour une autre activité. Mais dans le cadre de la prise en charge d'une personne potentiellement fragile, une fois le masque utilisé, il faut le jeter. Une autre question. Quand une personne sort de l'hôpital, doit-on s'équiper de la tenue complète Covid pendant 7 jours? Pas du tout. Donc non, il n'y a pas à s'équiper. On n'estime pas qu'une personne qui sort de l'hôpital est porteuse Covid, hein. Que ce soit l'EHPAD ou que ce soit l'hôpital, hein. Donc, soit la personne était dans une unité spécifique Covid, a eu la pathologie, et à ce moment-là, il y a des règles précises, mais ce n'est pas parce qu'on sort de l'hôpital et qu'on est pris en charge à domicile qu'on est porteur de cette pathologie qu'il faut s'habiller de pied en cap. Hein, donc, le masque, de toute façon, il est porté de manière permanente dans le cadre de la prise en charge, donc ça c'est déjà très bien. Si en plus on fait une hygiène des mains par produit hydroalcoolique avant, après, on est déjà dans des mesures qui sont très satisfaisantes et il n'y a pas besoin de tablier complémentaire ou de gants, comme on vient de l'évoquer, pour prendre en charge cette personne. Donc, on ne considère pas qu'une personne sortant de l'hôpital doit bénéficier d'une prise en charge assimilée à celle du Covid pendant 7 jours. Sauf si c'est une toilette, évidemment, une toilette intime, auquel cas on portera un tablier à usage unique et on portera des gants à usage unique, bien entendu. Mais ce sera parce que c'est des précautions standards, ce n'est pas des précautions Covid. Je ne comprends pas le risque lorsqu'on utilise des gants jetables. Les gants jetables favorisent l'adhésion bactérienne. Quand vous touchez une surface avec des gants, vous allez avoir beaucoup plus de bactéries sur les mains que sur des mains nues. Donc le gant va favoriser la diffusion des bactéries. Et comme on est main gantée, il y a un faux sentiment de sécurité qui est apporté par le gant. On se croit protégé, donc on fait moins attention. Et du coup, on touche tout l'environnement de proximité. Et donc, on favorise la diffusion. Il y a des épidémies dans des secteurs comme les réanimations, où il y a des fortes charges en soins, où des épidémies ont perduré comme ça très longtemps. Et on a pu associer ça au port du gant erroné, à mauvais escient et je vais dire à tort et à travers. C'est un petit peu ça. Donc vraiment, le gant, c'est un faux ami. Donc il protège pour les gestes à risque de piqûre ou les gestes qui nécessitent un contact avec les muqueuses ou la manipulation des urines comme un chemin, par exemple. Mais au-delà de ça, il faut les retirer immédiatement quand on en a besoin et faire une hygiène des mains essentielle.
Une autre question, augmente-t-on le risque de contamination en donnant une douche, l'humidité, la chaleur? Pas du tout. Voilà. Donc, il faut distinguer la notion d'aérosol de l'humidité et la chaleur. Ça ne fait pas un vecteur de transmission du SARS-CoV-2. Donc, seuls éléments qui ont été mis en exergue sont les aspects de ventilation avec les ventilateurs qui peuvent réaérosoliser les particules qui sont présentes sur des surfaces. On peut travailler avec des climatisations aussi, pour que celles-ci soient entretenues, mais non, il n'y a pas de surcroît de risque avec la douche. Surtout qu'en plus, pendant la douche, justement, les gouttelettes sédimenteront avec l'eau de la douche, donc tout aussi rapidement qu'elles ne soient émises. Les lunettes de protection se nettoient avec un détergent désinfectant usuel. Est-ce que l'aide au repas peut se faire avec un masque tissu? Qu'appelle-t-on soin si on n'a pas de symptômes notamment? Alors, dès lors que je dirais c'est une aide au repas et que c'est une personne, donc on va dire à public fragile, on est censé les protéger, la personne, donc je dirais fragile, avec un masque chirurgical. On est censé les protéger, donc c'est vraiment le masque chirurgical parce que c'est une personne sensible qui est en face. Donc, qu'appelle-t-on soin? Qu'appelle-t-on soin? Ce sera soin direct à la personne, ce sera tout ce qui est soin de nursing, mais aussi soin d'accompagnement, pourquoi pas. Donc, dès qu'on prend en charge un bénéficiaire au domicile, dès qu'on est à moins d'1 mètre, dès qu'on fait un soin, on porte un masque de type chirurgical parce que c'est une personne fragile. J'espère avoir répondu. Donc, les Est-ce lunettes de protection, on l'a dit, voilà. oui, les masques FFP2 sont-ils obligatoires en cas de bénéficiaire avec symptômes? La On va le réponse est non. répéter. La réponse est non, non et non. Les masques FFP2 ne sont nécessaires que pour les gestes à risque d'aérosolisation, extubation, intubation, soins de trachéotomie. Je doute que ce soit les soins qui soient pratiqués au domicile. Donc, en l'occurrence, pas de masque FFP2, qu'il y ait des symptômes ou pas de symptômes, que la personne ait été Covid ou non. Voilà, ce sont les masques chirurgicaux. Donc, même type de question concernant les soins bucco-dentaires, si cas positif, masque FFP2 pour le personnel. Chirurgicaux. Les soins de bouche ne sont pas considérés comme des soins à risque d'aérosolisation, contrairement aux soins dentaires, où effectivement, pour les dentistes en secteur libéral, il est recommandé d'utiliser des masques FFP2, mais parce qu'on utilise aussi du matériel, des matériels sous pression qui vont contribuer à la formation d'aérosol. Ce n'est pas le cas dans le cadre de soins bucco-dentaires. On va rester dans le FFP2. Le médecin du travail nous a fortement conseillé de mettre des masques FFP2 lors des soins de la personne âgée lorsque celle-ci ne porte pas de masque. Est-ce que le masque chirurgical peut donc suffire dans ce cas? Donc Bien c'est sûr, pour insister. le masque chirurgical suffit. Là aussi, c'est un faux ami, le FFP2. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'en porter, mais c'est un masque qui est extrêmement difficile à porter parce qu'il y a une fuite au visage qui est bien moins importante que pour le masque chirurgical. Certes, il filtre mieux, mais il est beaucoup moins confortable à porter. Et ce qui peut se passer avec les professionnels, c'est que l'inconfort génère ensuite une manipulation du masque, notamment un positionnement sous le menton, qui peut être très contre-productif et qui du coup expose les professionnels. On a des secteurs comme les EHPAD pour lesquels il y a ce type de recommandation qui a été fait. Ils ont arrêté au bout de quelques heures le port du FFP2 parce que c'était insupportable. Donc il faut vraiment le réserver aux soins qui le nécessitent et uniquement ceux qui le nécessitent. Voilà. Donc le masque chirurgical est suffisant. On va quitter le masque pour passer sur quel est le rythme idéal de la désinfection des poignées, de portes, des rampes, etc. Il n'y a pas de rythme idéal, c'est le plus souvent possible, surtout si on est face à une personne qui est symptomatique. Ça ne doit pas être un entretien frénétique, mais plus on le fera dans la journée, mieux ce sera. Il n'y a pas de fréquence recommandée. Et je dirais L'environnement même, proche, c'est au moins une fois par jour. Après, si on peut le faire plusieurs fois par jour, au moins ces zones de préhension, c'est très bien. et justement pour éviter cette contamination, il est très important aussi pour les aidants et les bénéficiaires de réaliser aussi l'hygiène des mains avec une solution hydroalcoolique. Ça sera d'autant plus, je dirais,
réducteur de contamination. Une intéressante question sur notre thématique. Combien de temps préconisez-vous l'isolement en cas de cas positif? L'isolement, il est prévu 7 jours, théoriquement. 7 jours après l'apparition des signes cliniques et pour peu que depuis 48 heures, il n'y ait plus de fièvre et qu'il y ait une résolution positive des signes respiratoires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aggravation au niveau respiratoire. Après, il y a des signes qui peuvent être encore présents. Vous avez entendu parler de problématiques concernant le goût ou l'odorat. Ça peut perdurer plusieurs semaines. Ça n'en fait pas pourtant un risque de transmission. Donc théoriquement, c'est 7 jours ou 7 jours après la réalisation de la PCR si celle-ci était positive et que la personne n'a pas de symptômes. C'est au moins 7 jours. On est passé à une septaine au lieu d'une quatorzaine. C'est vrai que dans nos précédents webinaires, on était sur 14 jours. Une autre question sur nous utilisons des blouses tissu seules pour nos interventions à domicile, donc les ménages et autres. Qu'en pensez-vous? Y a-t-il des préconisations particulières des fréquences de lavage? Alors, c'est vrai qu'on peut porter par exemple un tablier pour faire le ménage lors d'une intervention chez un même résident ou un même bénéficiaire, auquel cas il faudra le laver tous les jours. En ces cas, il vaut mieux éviter de le porter de domicile en domicile. Dans ces cas, si c'est un lavage, il sera lavé tous les jours. Voilà, Comme le essayer d'éviter le serait. partage de ces supports. Hein. Il y a une question en suivant sur le partage de surblouses à manches longues qu'il faut absolument éviter. Le partage de ces dispositifs qui vont rester stagnants au domicile du résident, qui sont susceptibles d'être touchés ou manipulés par d'autres personnes. Donc c'est vrai que les manches longues, les surblouses à manches longues réutilisables sont à risque aussi. C'est pour ça qu'on favorise plutôt le tablier que la surblouse, parce que le tablier à usage unique, une fois utilisé, de toute façon il va être dégradé. Il va être difficile à reporter. Au moins, on a cette assurance qu'on ne va pas se contaminer de personne en personne en réutilisant le matériel. Donc c'est pour ça aussi qu'on a un discours qui favorise l'usage du tablier plutôt que la surblouse. Au-delà du fait que la surblouse a en plus des manches longues et compromet la qualité de l'hygiène des mains, contrairement au tablier. Surtout si on travaille avec des manches courtes, comme l'a bien précisé Rachel. Et justement, toujours pareil, est-ce qu'il y a des recommandations pour l'entretien des tenues civiles? Donc aussi bien, je dirais, pour vos bénéficiaires que pour les intervenants du domicile, on lave les tenues de façon, je dirais, habituelle, hein, à la bonne température. S'il y a un passage en sèche-linge qui peut être fait, s'il y a un passage au fer à repasser qui peut être complété, c'est un petit plus, la montée en température va suffire. Mais même dans un crachat, je dirais, contenu dans un linge, il ne va pas survivre le virus. C'est vraiment quelque chose il faut s'enlever la tête. Le virus ne va vivre que dans la sphère ORL de l'être humain, donc il ne va pas, on va dire, survivre et s'étendre dans notre machine à laver, quoi. Il va disparaître avec l'eau de rinçage, pour faire simple, avec le crachat. Il faudrait encore qu'il y ait un crachat sur ma tenue. Donc on lave ces tenues comme d'habitude, et si possible, on les passe bien entendu au sèche-linge et on les passe au lavage. Et on ne lave pas les masques chirurgicaux. Je vois une question de cet ordre-là. Oui. Ça ne se lave pas, c'est à usage unique. Il n'y a pas de procédé qui permette de réutiliser les masques chirurgicaux. Une autre question encore sur les FFP2, combien de temps on doit les porter? On ne doit pas les porter, comme ça m'évite de répondre à cette question. Ensuite, on a 2 fois la même question sur peut-on laisser le masque chirurgical pendant à l'oreille entre 2 domiciles en voiture? Notamment le fait de les pendre à l'oreille, ils peuvent s'envoler, donc attention, parce que ça peut contaminer la nature aussi. Parce que j'avais vu cette scène ce matin, donc c'est pour ça que ça m'évoque cela. Mais c'est vraiment le fait de le mettre à l'oreille pendant je dirais quelques secondes, le temps de boire quelque chose, de boire un verre et de le renfiler ensuite. C'est vrai que du coup, on a vu se développer, je dirais, un comportement grand public qui est où on enlève le masque, on le repose, on le remet, on le repose, on le remet sans faire d'hygiène des mains. Mais si on peut avoir cette rigueur entre 2 domiciles, de garder son masque sur le visage, je crois que c'est le plus important. Et de pouvoir juste l'ôter le temps de boire un verre, à la rigueur fumer une cigarette, même si c'est pas bien.
Si un professionnel intervient chez un bénéficiaire Covid positif sans le savoir et que seul le professionnel porte un masque, est-il considéré comme cas contact? Non, il a très bien fait de porter son masque à titre préventif et ça lui évite d'être considéré comme un cas contact. Si en plus il a utilisé le produit hydroalcoolique avant après, il ne sera pas isolé 7 jours, pas considérer que ce soit un cas contact. Il faut vraiment acter de déficience quand on porte des équipements de protection ou quand on respect des mesures barrières pour définir que le professionnel est alors un cas contact. D'où l'intérêt de respecter ces mesures pour toutes les personnes que l'on prend en charge, quel que soit le soin qui sera à réaliser. Les auxiliaires de vie qui ont été en contact avec un bénéficiaire positif mais qui portaient un masque, vous allez continuer à travailler avec le masque, bien sûr. Bien sûr. Tant qu'elles ne sont pas symptomatiques, il n'y a pas de problème. Vous voulez que je reprenne éventuellement la définition de cas contact à risque? Ce seront donc en situation de soins avec des soins aérosols et sans FFP2, des soins sans aérosol et sans port de masque à usage médical, donc le masque chirurgical comme évoqué tout à l'heure. Également, ce serait un contact face à face en moins d'1 mètre et sans port de masque. Également, un contact dans un espace confiné en moins de 15 minutes ou face à face, conduisant donc plusieurs épisodes de toux avec éternuement et sans port de masque. Donc, vous voyez qu'on s'affranchit beaucoup de notions de cas contact si à partir du moment où un porte un masque, et si deux portent le masque, c'est encore mieux. C'était pour étayer ta réponse, Christophe. Faut-il mieux privilégier le tablier jetable à la blouse plus tablier? Moi, je dirais que le tablier répondra à tout, le tablier jetable. Le fait qu'en plus, on n'utilise pas ensuite la blouse, c'est encore mieux. Donc, sur blouse plus tablier, si vraiment on fait un soin long, une toilette qui va durer une demi-heure au lit, où on va prendre amplement contre soi le résident, je dirais que oui, ce serait bien d'avoir à la fois la surblouse et le tablier. Mais pour les autres soins, on peut se passer éventuellement de la surblouse, le tablier suffira amplement. Si les soignants cas contact doivent venir travailler quel équipement, alors on reprend la notion de cas contact évoquée Rachel tout à l'heure. Hein. Cas contact, ça dépend s'il y a des symptômes ou non. S'il y a des symptômes, ça sera éviction, ça c'est sûr. Il faut voir après si la PCR est positive ou non. Le temps de prendre ses résultats, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut aller travailler en respectant les mesures barrières, telles que décrites tout à l'heure. Il n'y a pas de changement à prévoir en termes d'habitude. La barbe peut-elle remettre en question la bonne efficacité du masque chirurgical? Ça dépend de la taille de la barbe. Globalement, on n'est pas sur un dispositif qui est extrêmement adhérent au visage. Ça pourrait avoir un impact sur des masques FFP2, par exemple, dans le secteur de l'animation. Mais en l'occurrence, théoriquement, non. Il ne faut pas avoir une barbe trop fournie de hipster, mais c'est pas trop gênant. Il faut normalement que ce dispositif couvre l'ensemble du visage, nez, menton compris et barbe compris. Faut-il tester régulièrement le personnel? La réponse est non, à moins d'être symptomatique. Alors, régulier, non, hein, c'est-à-dire s'il n'y a pas de symptômes, il ne faut pas tester régulièrement le personnel. On va tester uniquement les personnels qui sont symptomatiques ou pour lesquels on sait qu'ils ont été en contact dans leur environnement proche avec des personnes positives. C'est uniquement dans ce contexte-là. Comment nettoyer correctement les gants pour le ménage non jetable? Donc, ce sont des gants qu'on va nettoyer à l'eau et au savon, qu'on pourra éventuellement donc désinfecter côté extérieur par exemple entre les toilettes et éventuellement une autre partie de la maison qu'on va entretenir. Et ensuite, ils seront nettoyés intérieur et extérieur au moins une fois par jour. Ils seront mis à sécher. Ils vont rester, bien entendu, au domicile du bénéficiaire. Ils seront identifiés au nom de la personne qui les porte. Ils ne seront pas partagés par plusieurs intervenants ou avec un aidant, bien entendu. Une question sur les aspirateurs. Il y a deux questions sur les aspirateurs. Oui. Les aspirateurs sont-ils toujours proscrits dans le cadre d'une intervention près une personne malade Covid? Je n'avais pas cette notion. Les ventilateurs, oui, effectivement. Après, il peut effectivement y avoir une réaérosolisation via ces aspirateurs. C'est peut-être pas le moment de le faire quand effectivement on sait qu'on a une personne qui est Covid. J'ai pas cette notion de franche d'interdiction. Rachel, peut-être. C'était dans les toutes premières recommandations, effectivement, où ça avait été proscrit, donc l'utilisation de l'aspirateur. Mais c'est si la personne est présente, je dirais, dans la pièce et et pour être symptomatique et tout, c'est à ce moment-là.
Donc pour moi, si jamais vous passez l'aspirateur au rez-de-chaussée et que votre patient Covid est positif, donc est au lit au premier étage, ça pose pas souci peut-être éventuellement de passer l'aspirateur au rez-de-chaussée alors que lui est en haut, voire même s'il est masqué encore a fortiori. Voilà, parce que ça pourrait réduire donc la distance, on va dire, la distance physique entre un postillon, mais vu que les personnes sont masquées, je ne sais pas, le contexte est un petit peu différent par rapport au début. Difficile d'équiper des agents de tablier à usage unique lorsque vous avez plus d'une centaine de soins à la personne par jour. Eh bien si, théoriquement, il faudrait s'orienter vers ça. Je n'ai pas de conseil autre à donner que celui-là, que de protéger sa tenue dans le cadre des soins, surtout si les soins sont souillants ou mouillants, bien évidemment, prioriser avec ce type de soins. Mais théoriquement, il faudrait pouvoir privilégier cet usage-là en permanence. Après, si c'est juste une intervention, je dirais, pour une aide pour la mise de bas de contention, pour une aide, une surveillance de prise de médicaments, une surveillance de constante, on ne va pas revêtir un tablier à ce moment-là, hein. Vraiment, ce sera uniquement si la personne est Covid positive, auquel cas on portera un tablier à usage unique parce qu'on a un soin direct avec elle. Voilà, mais on va essayer de cumuler les soins. Donc, c'est pas pour l'ensemble des soins. Pardon. Y a-t-il un risque de contamination via du savon solide? C'est vrai qu'il faudrait privilégier le savon liquide pour l'hygiène des mains. Au moins, ça c'est c'est une petite chose qui est assez importante sur le lavage à l'eau et au savon. Privilégier les savons liquides. On sait que les savons solides sont susceptibles de se contaminer. Les savonnettes, ça fait des années et des années qu'on essaye de. On s'en est affranchi, je pense, maintenant, avec succès dans les établissements de santé, établissements médico-sociaux. Il faut privilégier le savon en format liquide. Faut-il tester systématiquement tous les nouveaux patients admis en SIAD? Non, ça va dépendre du secteur d'hospitalisation préalable, si c'était une unité Covid ou pas, mais non, il n'y a pas de test à faire systématiquement pour les nouveaux patients qui sont admis. Lorsqu'on prend un nouvel admis dans les collectivités comme les EHPAD, on fait ce test-là, c'est pour protéger aussi l'aspect collectif de contamination en collectivité. Là, le contexte domicile, justement, vous dispense de cet aspect, je dirais, collectif. Pour ce qui est du chauffage, oui, effectivement, on va être en période de chauffage. Ça n'empêche pas d'ouvrir les fenêtres de temps en temps, malgré la présence de chauffage. Pour les climatiseurs, on ne va pas exiger de justificatif, mais il faudrait quand même effectivement s'assurer qu'il y ait une maintenance qui soit assurée au niveau de ces climatiseurs. C'est plus facile à faire dans les établissements collectifs. C'est plus compliqué à l'échelon individuel, mais c'est vrai que c'est souhaitable. Après, ce n'est pas le mode de transmission majeur, hein, quand même. Il faut remettre ça. Si des soignants cas contact doivent venir travailler, quel équipement? On y a répondu tout à l'heure, hein, donc il n'y a pas d'équipement spécifique autre que celui des mesures barrières. Donc masque, hygiène des mains avec la solution non alcoolique et respect des gestes barrières. Un soignant positif mais asymptomatique peut-il venir travailler? C'est pas ce qu'on a dit. On a dit sur les asymptômes. S'il est positif et asymptomatique, on va essayer de respecter la notion d'éviction. C'est-à-dire qu'une personne a fait un test pour une raison X ou Y alors qu'il n'avait pas de symptômes. Il est positif, c'est une éviction de 7 jours théoriquement. Donc on évite que cette personne expose les autres quand bien même il est asymptomatique. Il est probablement moins à risque de diffuser. Mais théoriquement, on doit respecter la symptôme. Les déchets au domicile, oui, ça va passer en ordure ménagère, tout ça. Vous fermez le sac. On ferme le sac. Il faut surtout pas attendre que je dirais que le sac soit plein pour l'éliminer. Plus il sera évacué, mieux ce sera. Si c'est toujours bien de la personne symptomatique de lui mettre à proximité aussi un petit sac où elle pourrait mettre ses mouchoirs et ses masques usagés le plus fréquemment possible, le plus rapidement possible dans un sac qui serait fermé par elle-même. Voilà, je pense que c'est moins on aura de sacs qui débordent, mieux ce sera. Doit-on avoir une tenue spécifique pour le travail? C'est changer sa tenue le matin, sa tenue civile, et en remettre une autre le lendemain. C'est ça le concept, hein. Effectivement. On l'appellera tenue de travail. L'objectif, c'est de changer sa tenue de jour en jour. Quelle manipulation les auxiliaires de vie doivent-elles adopter avec port de masque? Je ne comprends pas bien la.
la Oui. question. Euh, Le PowerPoint, vous l'aurez, ça c'est sûr. Est-ce que les kits visiteurs utilisés dans les cuisines peuvent faire office de blouse tablier? Alors, je ne sais pas de quoi sont composés les kits visiteurs. Là encore, si ça s'assimile à des tabliers sans manches, c'est très bien. Pourquoi pas? Justement, souvent dans les cuisines, ils ont des tabliers avec manches. Et même souvent, ça englobe même enfin, jusqu'au poignet. Donc attention parce qu'il faudra toujours relever ces tabliers-là pour pouvoir faire une bonne hygiène des mains. Et dans les kits visiteurs des cuisines, souvent vous avez des surchaussures qui ne vous serviront à rien, Ouais. sauf si ce n'est pour aller jardiner et ne pas salir l'intérieur du domicile. Quelle posture adoptée par l'auxiliaire de vie lors de la toilette? On l'a dit, c'est un soin souillant-mouillant. Il faut absolument protéger sa tenue professionnelle dans ce contexte-là, avec un tablier, porter des gants dans la mesure où c'est une toilette, notamment une petite toilette. Euh, Ce sont les précautions standards, tout bêtement, qu'on soit en contexte Covid ou pas Covid. Si le masque n'est pas porté par une aide à domicile, elle le pro- Ne porter que elle par le l'aide. pro- et que porté que par l'aide à domicile, elle le protège à quel pourcentage, pardon. Je ne sais pas si on a ces données de pourcentage. On sait que c'est déjà très très important. On gagne quelques petits pourcents si on sait que le bénéficiaire le porte aussi, surtout s'il a des symptômes. S'il n'a pas de symptômes, il n'y a pas de différence significative, ça c'est bien. Pour ce qui est des financements, on n'a pas de réponse à ça puisque ce n'est pas de notre ressort. Il faut voir avec les conseils généraux et les délégations départementales. On n'a pas ces réponses-là. Et puis on va arriver à la fin de Une notre toute webinaire. dernière Le vaccin question. contre la grippe, c'est vrai que Ouais. c'est un message important. On va reprendre celui-là parce qu'il est légitime, voilà, de promouvoir la vaccination anti-grippale cet hiver. Pour plusieurs raisons, ça va surtout permettre de faire le distinguo entre des pathologies respiratoires qui soient liées à la grippe ou qui soient liées à la Covid. Donc ça va permettre le diagnostic différentiel. Donc c'est important de promouvoir la vaccination auprès des plus fragiles, puis auprès des professionnels aussi. Donc il faut plus que jamais, il est important d'avoir un message pour promouvoir la vaccination auprès des professionnels et des personnes qui prennent en charge. Ce qu'on peut vous proposer peut-être sur les questions restantes, puisque vraiment on doit respecter la notion d'heure, c'est d'essayer d'y répondre et de compléter la foire aux questions qui avait été élaborée au mois de mai, et on mettra à jour cette foire aux questions sur le site du CEPIAS. Vous retrouverez aussi ce diaporama et le film de cette session. Donc on répondra à ces questions complémentaires par écrit dans cette foire aux questions. Voilà. J'espère qu'on a été suffisamment clair. On compte sur vous aussi pour vous faire l'écho de ces mesures. Si vous avez le moindre doute, il ne faut pas hésiter à nous solliciter et nous appeler. Nous essaierons de répondre à vos questions dans ce contexte-là. Je vous remercie pour votre participation nombreuse. Je crois que vous étiez plus de 130, j'ai vu, à un moment. Donc, écoutez, j'espère qu'on a pu un peu vous aider et que vous serez amené le moins possible à être confronté à ce virus au cours des semaines à venir. Bonne Voilà, continuation à vous. on vous Au remercie. revoir. Au revoir.